à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic en ce qui concerne l'UFC 295. Après avoir parlé avec Movsar Ibragimov du combat principal qui va opposer Jiri Prochazka à Alex Pereira, on se focus aujourd'hui sur le co-main event. Et quel co-main event, puisque Sergey Pavlovich et Thomas Spinal vont se disputer la ceinture intérimaire dans la catégorie des poids lourds après malheureusement la blessure de John Jones et l'annulation de son combat à Bones contre Stipe Miocic. Un main event à l'image, on en parlait avec Movsar juste avant cette interview, mais à l'image de l'UFC 295 et la carte principale qui est bourrée vraiment de combats extrêmement spectaculaires et énormément d'agressivité et de violence, c'est sûr et certain, entre Thomas Spinal et Sergey Pavlovich. Ils vont assurer du grand spectacle. Movsar, merci une nouvelle fois de répondre à mes questions. Je le rappelle, Movsar, tu prépares tes championnats du monde fin du mois. En Albanie, à la précédente édition, tu as décroché la médaille de bronze. Comment se passe ta préparation pour l'instant? Super, hein, tout va bien. C'est très grosse préparation pour mes dernières échéances mondiaux et là, franchement, j'ai hâte d'y être. Plus que quelques semaines. Comment est-ce que tu vas t'y prendre, on va dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer dans tes combats? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta préparation pour te permettre de passer de la médaille de bronze à la médaille d'or? Ce qui va changer surtout, c'est que cette fois-ci, j'aurai mes coachs dans mon coin. À l'IMAF, ça va être une première. Et en plus, j'ai pu faire un gros camp complet pour une première fois sans blessure, sans rien du tout. Donc, c'est ma plus grosse prépa jusqu'à maintenant pour n'importe quelle date de combat. Et donc, je te dis, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de performer. On te souhaite la médaille d'or, évidemment, Inch'Allah. J'espère que tu vas la décrocher. Déjà que l'année passée, tu as quand même marqué l'histoire de la Belgique avec une médaille d'or au championnat d'Europe et une médaille de bronze, du coup, au championnat du monde. Passons à ce co-main event de l'UFC 295, Movsar qui va opposer du coup ce co-main event Sergey Pavlovich à Thomas Spinal. Je te le disais en introduction, malheureusement c'est un combat qui a dû être mis en place parce que blessure de John Jones et annulation de son combat contre Stipe Miocic. Je vais pas te mentir et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais moi personnellement je suis beaucoup plus hypé par ce Pavlovich à Spinal que je l'étais par John Jones Stipe Miocic. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Franchement, ouais, parce que John Jones, c'est un personnage emblématique. Miocic aussi, de l'UFC et des poids lourds, mais je trouve que, tu vois, je vais peut-être récolter de la haine avec ce que je veux dire, mais je trouve qu'ils ont fait leur temps, tu vois. Je trouve que là, maintenant, on a du 109. Aspinal, tu vois, c'est du très beau combat. Pavlovich, même chose. Tu sais que ça va envoyer de la dynamite et moi, je suis hypé, j'ai hâte de voir ça, tu vois, parce qu'avec le main event et le co-main event, on nous réserve. L'UFC risque de se terminer vite avec tous les chaos qui arrivent. Ouais, c'est clair. En plus de cela, on a Benoît Saint-Denis, Matt Frévola aussi dans la main card. Juste incroyable avec Iri Alex et Aspinal Pavlovich. Ça va envoyer du très très lourd. T'es sûr de toi quand tu dis ça que les deux ont fait leur temps en parlant de John Jones et Stipe? Alors pour Stipe, je suis d'accord avec toi, il a passé les 40 ans. Pour moi, pourquoi j'étais pas hypé? Parce que je trouve que c'était trop one-sided. Il y avait un favori net et large qui se dégageait de ce combat, c'était John Jones. Pardon. Après, une surprise, c'est toujours possible. Mais là, entre Aspinal et Pavlovich, ça m'intrigue beaucoup plus en fait. Mais est-ce que tu maintiens et tu signes que John Jones aussi a fait son temps? Attention, hein, parce que les fans de Bones risquent d'attraper ta veste. Mais ouais, je pense que, en fait, dans ta carrière, tu as ton prime et, et chacun a son prime à ce moment. Tu vois, tout le monde l'a pas au même moment. Il y en a qui l'ont à 30 ans, 35 ans. Tu vois, Volkanovski l'a à 35, Islam il l'a à 31, Cody Garbrandt l'avait à 24, Mhm. José Aldo il l'avait à 24, 25. Tu comprends, chacun a son prime à ce moment. Et une fois que tu as touché le top, une fois que tu as été au prime, je trouve que tu reviens pas de la même manière, tu vois. Mhm. Et même si je suis un grand fan de John Jones, tu vois, moi aussi, j'ai été fortement motivé. J'ai eu envie de faire GMA avec ces emblèmes-là, GMA, mais je trouve que c'est plus la même hype, tu vois. Je trouve qu'il a fait son prime quand il était jeune, quand il a cassé tous les records, mais maintenant, c'est différent, c'est autre chose. D'ailleurs, la dinguerie, et ça prouve vraiment que l'UFC fait absolument ce qu'elle veut avec les combattants, c'est que John Jones, Stipe Miocic vont, d'après Dana White, s'affronter en 2024. Donc John Jones reste évidemment champion, même si il s'est blessé du coup. Période de convalescence de 8 mois après une déchirure du pectoral gauche. Et Thomas Pinal et Sergey Pavlovich, certes, vont se disputer le titre intérimaire, mais du coup, le vainqueur, à mon avis, ne va pas affronter John Jones ensuite. Et John Jones devrait prendre sa retraite d'ailleurs après Stipe Miocic. Donc c'est un petit peu bizarre le fait de voir Sergey et Tom se disputer le titre intérimaire, mais ensuite
Bah, à mon avis, ils vont pas pouvoir affronter John Jones pour la vraie ceinture. C'est un petit peu bizarre, on va dire. Ouais, c'est un peu, tu vois, c'est une mise en scène. C'est comme, ils veulent un scénario de film, tu comprends? Ils veulent, l'UFC, c'est un peu comme le catch, tu vois, où ils font des scénarios, de la mise en scène, comme des films, sauf que c'est de la vraie bagarre, tu vois. Et ils essayent au mieux d'arranger le destin, tu vois. Mhm. C'est comme quand ils ont mis Sterling contre Sean O'Malley. Dana White, t'es sûr qu'il espérait que Sean O'Malley gagne, tu vois, pour l'histoire. Et là, ils essaient juste de provoquer le truc pour que John Jones il prenne sa retraite en ayant défendu sa ceinture. Ça, c'est pour l'histoire, c'est pour le legacy, pour l'héritage, voilà. Ça, tu vois, John Jones, je trouve qu'il mérite ça, donc c'est bien, c'est une bonne manière de terminer, mais est-ce que ça rend le titre légitime, etc. J'ai vu Henri Cejudo qui parlait de ça, justement, qui disait que ce qu'il y avait de la légitimité, etc. Mais bon, nous, tant qu'il y a de la bagarre, moi, ça me va, tu vois. C'est exactement ça, mais je suis d'accord avec toi. Et puis John Jones, il finit sa carrière contre Stipe Miocic, imaginons Stipe qui est considéré indéniablement, ou en tout cas par une grande majorité des fans de MMA comme le plus grand poids lourd de tous les temps à l'UFC en tout cas. Et du coup, John Jones qui termine sa carrière en battant potentiellement Stipe. Il a plus rien d'autre à gagner après et affronter le vainqueur de Thomas Spinal, Sergei Pavlovich, ce serait un gros risque et ça n'apporte rien à sa legacy, on va dire. Sa carrière, elle est déjà immense, c'est bon, il a fini le jeu. Ouais, c'est ça, tu vois. Il a fait sa carrière en étant jeune. Il termine avec quelqu'un qui est sur une fin de carrière comme lui, tu vois. Retourner se taper avec les jeunes et tout. En fait, ça serait un peu moche, tu vois, comme la manière dont Anderson Silva a fini sa carrière, tu vois. C'est pas ce que tu avais envie de voir. Tu le vois affronter des mecs, des sans frais, des jeunes qui arrivent, qui ont faim, qui sont prêts à mourir là-dedans. Et tu vois, les mecs que tu kiffais quand tu étais petit se faire taper dessus. T'as pas envie de voir ça, tu vois. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un grand perdant dans l'organisation de cette opposition pour le titre intérimaire entre Tom et Sergei, c'est Cyril Gann, on va pas se mentir. Cyril qui reste sur une victoire contre Sergei Spivak, mais Sergei Spivak n'est pas classé dans le top 15 de la catégorie. Je pense que l'UFC voulait vraiment mettre en place une affiche entre Cyril Gann et Thomas Spinal, parce que tu as le derby, on va dire, France-Angleterre, parce que les deux sont très talentueux, spectaculaires aussi, c'est deux des meilleurs strikers de la catégorie. Et au final, bah, l'UFC s'est dirigé vers Thomas Spinal, lui a offert le short notice. Soit dit en passant, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Sergei Pavlovich était prévu en tant que combattant backup en cas de blessure de John Jones ou Stipe. Au final, on voit que Stipe ne l'affrontera pas pour la vraie ceinture. Enfin bref, je m'égare un peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait difficilement moyen de faire mieux pour un titre intérimaire que Sergei Pavlovich contre Thomas Spinal. Ouais, moi, je trouve que c'est un très beau combat. T'as deux mecs qui finissent tous leurs combats, ou presque tous leurs combats, des styles différents malgré tout. On va en parler après, je suppose, mais leurs styles sont différents, même s'ils font tous les deux des finishes, même si tous les deux des poids lourds. C'est un beau scénario qu'on nous propose. Et je pense que Cyril Gane aurait été aussi un beau partenaire de danse pour ce combat. Mais on ne perd pas à voir Aspinal Pavlovic. Mais tu peux être sûr que avec la retraite, tu vois, dont on parlait de John Jones, Miocic, etc., tu peux être sûr que dans les challengers qui arrivent pour la ceinture, Cyril Gane, il est pas loin, tu vois. Je sais pas si je l'ai précisé, mais Cyril Gann a refusé d'affronter Thomas Spinal si c'était pas pour la ceinture. Je sais pas, est-ce que je l'ai dit ou pas, ça, Mofsar? Ah, tu vois pas dit. Ah bah je le dis là maintenant, du coup Cyril a refusé d'affronter Thomas Spinal parce qu'il estimait que Tom était derrière lui dans le classement et qu'il pouvait l'affronter mais pour le titre. Et du coup je pense aussi que ça quand tu dis non à l'UFC et à Dana White et que t'es pas en position favorable parce que Cyril reste quand même sur deux défaites dans des combats pour le titre, je comprends que l'organisation c'est un business, hein, c'est des purs capitalistes. Show must go on et du coup ils sont rabattus vers Thomas Spinal, Sergei Pavlovich. J'ai quelques statistiques assez intéressantes à te partager aussi, Mofsar, pour te prouver à quel point Tom et Sergei sont quand même relativement proches en termes de niveau. Donc de tous les combattants UFC à avoir disputé au moins 5 combats dans l'organisation, dis-toi qu'Aspinal, c'est celui qui passe en moyenne le moins de temps dans un octogone, 2 minutes 19 seulement. Pavlovich, lui, c'est le numéro 3, 2 minutes 23 seulement. Par contre, Sergei, il est le numéro 1 en termes de knockdown infligé toutes les 15 minutes en moyenne. Aspinal, il est numéro 5. Et puis en termes de coups portés par minute, Sergei, il est numéro 2. Aspinal, numéro 3. C'est quand même assez impressionnant ça.
Ouais, en fait, c'est des beaux chiffres qui te montrent l'intensité des combats de ces mecs-là. Et ce qui fait, par exemple, que Aspinal, il est derrière en termes de knockdown infligé, etc. C'est parce que Aspinal, il fait pas que des knockdowns. Parmi ses finishes, il y a des soumissions. Il y a, tu vois, il fait finir des gants ground and pound, il met des KO. Tu vois de tout, en fait. Pavlovich, c'est un style un peu plus agressif. Donc, c'est des mecs qui font qui t'envoient des shows, qui t'envoient des feux d'artifice. Le combat, tu sais que tu vois, tu tournes pas la tête pour répondre à ton pote quand il y a ce combat-là. Tu restes concentré parce que sinon tu risques de rater le coup qui va éteindre. Et c'est ça qui rend ce combat très intéressant. Le co-main aussi intéressant et aussi dangereux que le main event dont on a parlé, que nos amis ils ont sûrement déjà regardé. Justement, on en parlait lors de la précédente analyse. Du coup, Yeri Prohaska contre Alex Pereira, faut surtout pas cligner des yeux, mais c'est la même chose pour ce Common Event. Ce serait la même chose aussi pour Benoît Saint-Denis, Matt Frevola, mais là, Sergei Pavlovich, Thomas Pinal, ça va vraiment envoyer du très très lourd entre ces deux combattants explosifs. Statistique aussi intéressante pour Sergei Pavlovich, on va se concentrer sur le russe, c'est quand même 6 victoires consécutives sur KO au premier round. C'est un truc de fou furieux. Il est gigantesque aussi, il est calme, il est technique, il est précis avec sa boxe anglaise, il est effrayant. Pour moi, c'est l'épouvantail de la catégorie des heavyweights. Ce que j'aime bien, moi, avec le style de Pavlovich, c'est que c'est la manière dont il met les KO. Tu vois, quand Connor il dit la précision bat la puissance, la vitesse, le timing bat la vitesse, lui, il vient golden. Il envoie de là. Et chaque coup qu'il met, tu entends la cage qui tremble. Et il envoie par exemple, la manière dont il a mis KO, taille tout il va ça. Ouais. Et lui, comment il a résisté au coup contre Cyril Gann, comment il a tenu, comment il a encaissé. Et tu le vois en une minute, Ouais. un peu plus d'une minute du round un se faire mettre KO par Pavlovich, tu te rends compte de l'impact et de la puissance des coups qu'envoie Pavlovich. Donc, les KO qu'il met ce mec-là, tu sais que tu arrives face à quelque chose, tu risques de voir du sang. C'est le genre de combat que les Américains, tu vois, les Anglais, qui sont là avec leur bière, ils en mettent partout. Et c'est ça qu'ils veulent voir, eux. Tu vois la grande, toute la salle qui tremble. Ça risque de, tu vois, King Kong contre Godzilla. C'est vraiment ça. On repart sur la thématique des crossovers, manga, dessins animés, films. Et ouais, et c'est pas pour rien que bah, ce combat, il va se faire au Madison Square Garden. Hein. C'est l'une des salles, si ce n'est la salle la plus mythique. Tu donnes Iri Prohaska, Alex Pereira et Thomas Pinal, Sergei Pavlovich aux amateurs de sport de combat américains, New York en plus de cela. C'est deux places to be et je pense que le public va se régaler. Pour revenir à Sergei Pavlovich, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis aussi. Et je trouve que les gens comment dire, le catégorisent trop comme un gros puncher à la Francis Ngannou ou à la Derrick Lewis, mais je suis pas forcément d'accord. Pour moi, déjà, c'est le boxeur le plus technique de la catégorie, mais c'est pas le genre de combattant qui va t'éteindre sur un seul coup. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui privilégie les combinaisons en anglaise, du coup, précision, timing, et c'est ce qui est redoutable avec Sergei Pavlovich. Il faut dire aussi qu'il a une allonge énorme, il en profite vraiment très bien. Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que juste avant, là, j'allais comparer un peu Pavlovich à Ngannou dans le sens où il met des très gros impacts, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, il est plus technique, plus propre, tu vois, dans les combinaisons que Ngannou. Mhm. Même si je dis ça alors que Ngannou, il vient de faire une décision partagée contre Gypsy King, donc c'est à revoir, tu vois. J'aimerais bien revoir la boxe anglaise de Ngannou actuellement, mais Pavlovich, de ce qu'on a vu de lui, c'est quelqu'un, il met un coup, le mec il est sonné, il termine en précision, tout en envoyant chaque coup qui fait trembler la cage. Donc c'est quelqu'un de très puissant, de très technique, qui a aussi tellement il est gros, il est très, tu vois, énorme. C'est Mhm. un rocher très dur à amener au sol, hanche large, tu as bon sprawl, bonne défense et, et il allume quand il envoie. Donc, c'est quelqu'un de très technique et qui envoie très fort. Et ça le rend d'autant plus dangereux. Je vais être très cliché, hein, on va rester dans la thématique des films, mais c'est un peu le Ivan Drago de l'UFC. Tu vois, le combattant russe terrifiant, gigantesque, sans pitié dans un octogone. Ivan Drago, c'était un ring de boxe anglaise, mais tu vois ce que je veux dire. En plus, il parle pas encore anglais.
Donc on ne sait pas ce qu'il ressent. Tu vois, il est très mystérieux en fait, Sergei Pavlovitch, et encore une fois, il est vraiment effrayant, hein. Qu'est-ce que tu penses de la comparaison entre Sergei et Ivan Drago? Ouais, pas mal. Tu sais, le blond, tout blanc, il vient, il parle pas, il tape, tu vois, t'as pas le moindre souvenir de lui en train de parler Hmm. au micro parce que, tu vois, on dirait qu'il vient, il tape, il prend son argent et il part, tu vois. C'est un peu le scénario, c'est un peu le rôle du méchant. Il y a toujours dans les bonnes rivalités, il y en a toujours un qui a plus une tête de méchant que l'autre. Hmm. Et dans ce scénario-là, Aspinal, lui, par contre, bon anglais, aimé des fans, il parle au micro, tu vois. Aspinal, c'est le gentil. Pavlovitch, c'est le russe méchant, tu vois. Donc, comme tu as dit, magnifique. T'as très beau scénario de film. Lance-toi sur Netflix, il est. Mais en plus, c'est propre aussi aux combattants russes. Encore une fois, j'ai pas envie d'être cliché, mais Fedor Emelianenko, il n'y a pas plus dangereux que lui dans la catégorie des poids lourds dans l'histoire du MMA, mais il était aussi calme, l'air inoffensif, parce que franchement, Movsar, la tête de Sergei, on dirait une tête de bébé dans un corps de mastodonte en fait. Quand tu regardes juste sa tête, il a l'air cool, il a l'air sympa, t'as envie d'être pote avec lui. C'est la même chose avec Fedor, on dirait un gros bébé. Ils sont calmes, tu vois, ils sont froids, mais une fois que le combat commence, c'est fini, hein. Là, ils deviennent terrifiants, c'est un truc de fou. C'est peut-être culturel, je sais pas. Je sais pas ce que toi, tu as comme image d'une tête de bébé, mais moi, quand je les vois trop calmes, c'est fou, on dirait qu'il va t'envoyer au goulag. Moi, je les trouve flippants de ouf. Il a une tête d'agent du KGB, comment ça? Tête d'enfant. Ils sont tout le temps comme ça. Poker face. Il te regarde, on dirait qu'il voit dans ton âme. Laisse tomber, c'est chaud. Ouais, bah écoute, par contre, le truc aussi qui est mystérieux pour le coup avec Sergei, c'est qu'on l'a vu juste pour l'instant utiliser sa boxe anglaise. On l'a jamais vu kicker, ou peut-être que j'ai raté quelque chose, mais jamais kicker. Je l'ai vu peut-être défendre une ou deux amenées au sol au total, mais il donne l'impression de ne pas être très complet. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a un background en sambo. Donc ça reste important, important de le dire. Et sa seule défaite en carrière, elle s'est faite pour son premier combat à l'UFC, c'était contre Alistair Overeem, je pense que c'était en 2018. Alistair, qui est quand même un striker, a réussi à l'amener au sol et à le tabasser en grande pente. Donc, on a l'impression que c'est pas le plus complet des combattants de MMA. En fait, faudrait voir, tu vois, en fait, c'est ça le. Parce que moi aussi, quand j'ai regardé, euh, tu vois sa manière de boxer en étant penché en avant lorsqu'il envoie. Et j'ai vu une ou deux bonnes défenses, un ou deux bons sprawls, mais pas contre les meilleurs lutteurs, tu vois. Donc, faudrait voir. Dans cette catégorie, c'est difficile de lutter. Hmm. Chez les poids lourds, c'est des gens. Par exemple, il y a plein de blagues qui tournent sur Derek Lewis où il se fait amener au sol, des positions de fou, et juste il fait un abdo, il se lève. Ouais, tu vois, il parle beaucoup de ça, Derek Lewis qui annule le jiu-jitsu. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont tellement lourds, c'est trop dur de les maintenir au sol, même Hmm. entre eux. Il y a des poids où c'est plus facile. Les très légers, c'est très dur aussi. Par exemple, les 57 c'est très dur à les maintenir au sol. Mais 70 tu comprends? Hmm. Les featherweight, les 70 77 il y a plus moyen. Et là, les poids lourds, c'est difficile. Donc, voir ce genre de scénario, c'est pas arrivé souvent avec Pavlovich. Et moi-même, je suis curieux de voir ce qu'il donnerait, tu vois. Et entre son premier combat à l'UFC et maintenant, en fait, pour moi, il y a trop de points d'interrogation. Et c'est sûr que s'il en est là où il en est, c'est qu'il a au moins un minimum de défense. Mais à voir, parce qu'Aspinal, lui, c'est quelqu'un qui aime bien lutter, c'est quelqu'un qui aime bien aller au sol, c'est quelqu'un qui a des bonnes soumissions. Donc, ça met des points d'interrogation et ça rend ce combat d'autant plus intéressant. Exactement, c'est pour ça qu'il est intriguant ce combat comme je t'en parlais tout à l'heure. Je te disais que Sergei est pour moi le boxeur le plus technique, le plus précis de la catégorie, mais s'il y a bien un poids lourd qui peut rivaliser avec l'anglaise de Sergei, bah justement c'est Thomas Pinal. Je sais pas si tu étais au courant, mais il compte un combat de boxe professionnel, Thomas Pinal à son actif, KO au premier round, hein, comme à son habitude. On sait aussi que c'est le big pot de Tyson Fury, il s'entraîne régulièrement avec le Gypsy King, et j'ai l'impression qu'il est plus rapide aussi avec ses points par rapport à Sergei Pavlovitch. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, tout à l'heure, quand je disais qu'ils ont deux styles très différents, c'est de ça que je parlais. Euh, Sergei, avec les angles euh, et beaucoup de puissance, il envoie des coups moins rapides. Aspinal, par exemple, tu le vois beaucoup combiner avec les jambes. Tu Mhm. le vois mettre beaucoup de low kick, tu le vois mettre des genoux, tu le vois faire des feintes de takedown. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est dans des courtes distances, tu vois, tu envoies gauche-droite, lui il fait gauche-droite, il descend, il le monte vers le haut, il le met sur le côté. Tu le vois faire beaucoup. Lui aussi, comme tu as dit, il met pas des KO un coup sec. Mhm. Il touche et il endort de là. Dans des échanges,
d'à courte distance et la manière dont il aborde les angles de ses coups, c'est ce qui rend sa boxe très dangereuse. Tu vois, feinter, boum, boum, crochet direct, il sonne, varie là, hop, hop. Tu vois, c'est pas dans la tête des gens en général, ils imaginent quoi? Uppercut, crochet, direct. Sauf que ça, c'est indirect, ça, c'est indirect, ça, c'est indirect juste avant de passer à l'overhand, tu vois, ça reste des directs. Donc, et lui, cette manière d'aborder les angles tout en changeant de garde, ça fait qu'il est quelqu'un de très dur à prédire. Ses coups sont durs à bloquer. Et les coups que tu vois pas venir, c'est les coups qui te mettent KO, tu vois. Donc, très belle boxe, très belle combinaison. Et je trouve que c'est un combattant de MMA plus complet, en tout cas, que Pavlovich. Mais peut-être moins puissant dans le coup singulier en lui-même, tu vois. Donc, beaucoup de choses intéressantes et j'ai hâte de voir ça. Tu réponds à l'une de mes prochaines questions, c'est top. Tu lis dans mes pensées, Mofsar, parce que j'allais justement te demander si tu trouvais que Thomas Pinal était le plus complet des deux. Parce que ce qu'il faut dire aussi, bon, je sais pas ce que ça vaut, mais enfin, quoique non, je pense que ça vaut quand même son pesant d'or, comme on dit. Mais Thomas Pinal, il est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Ce qui est faux aussi, je pense, pour un combattant européen, c'est que très tôt, il a commencé avec la lutte. C'est sûrement le cas avec les jeunes combattants de MMA comme toi, c'est ton cas, mais tu vois, des combattants d'une trentaine d'années, je pense que c'est beaucoup plus rare en Europe. On sait qu'aux États-Unis, ils mangent la lutte assez tôt. Je sais que c'est pas le cas pour tous les combattants, mais en moyenne, on va dire, ils mangent la lutte beaucoup plus. De manière générale, les Américains s'entraînent à la lutte plus tôt que nous, les Européens. Nous, c'est plus le striking, on va dire. Encore une fois, pour pas faire de clichés. Enfin bref, Thomas Pinal, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, et puis 3 victoires par soumission dans sa carrière. Il donne l'impression d'être plus complet. Et puis tu parlais de ses kicks aussi, chose que Sergei Pavlovich n'utilise pas pour l'instant en tout cas. C'est ça, tu le vois faire. En fait, j'ai certains de ces KO, tu le vois mettre les genoux, il pose Mhm. le genou devant, il change de garde. En fait, il a une manière de boxer euh, très technique. Et c'est Mhm. quelque chose que tu vois pas souvent chez les poids lourds parce que souvent, ils n'ont pas besoin d'avoir autant de technicité. Et c'est souvent dans les commentateurs, quand tu entends parler, ils disent, wow, il se déplace comme un welterweight, Ouais, ouais. etc. Parce qu'il change de garde, il est là, boum, boum, hop. Tu vois, dans le fait d'être très technique comme ça, c'est quelque chose de surprenant à ce point-là. Et en Angleterre, ils ont quand même tendance, enfin, pas autant qu'aux États-Unis et en Russie, tu vois, mais plus que le côté français, etc. En tout cas, il y a quelques lutteurs chez eux. Par exemple, le Mokaev, où il faisait pas mal de luttes alors qu'il était en Angleterre. Ils sont un peu en avance sur nous, je dirais, en termes de Mhm. préparation de sport de combat. Et c'est quelqu'un qui a baigné là-dedans, tu vois, à Spinal. Donc, des très complets, black belt de Jiu-Jitsu, pro en anglaise, même si c'est qu'un combat. Il tourne avec parmi les meilleurs combattants dans chaque discipline. Donc, c'est c'est le combattant complet. Quand Mhm. tu imagines quelqu'un de complet, Aspinall, il en fait partie. Et c'est d'autant plus impressionnant quand tu sais qu'il est en poids lourd. Et t'as raison hein, quand tu dis que on dit de lui qu'il se déplace comme un poids welter. Et c'est aussi dû à son footwork. J'aime beaucoup ses mouvements. En fait, un petit peu comme Cyril Gann, même si c'est pas le même genre de mouvement, c'est pas le même genre, c'est pas le même style clairement de Thomas Pinal et Cyril. Mais Cyril, ce qui nous impressionnait avec lui, c'était justement son footwork, sa mobilité dans un octogone. Et c'est aussi pareil avec Thomas Pinal. Et puis je te rejoins aussi sur ce que tu dis, c'est très pertinent. Mais c'est vrai que les Anglais sont peut-être plus complet. Ils forment très tôt au jiu-jitsu brésilien et à la lutte par rapport aux Français, par exemple, qui sont plus axés striking. La preuve, c'est que Léon Edwards, quand même, est devenu le premier combattant à avoir réussi à infliger une amenée au sol à Kamaru Usman, qui a un background en lutte incroyable. Donc, bien vu, Movsar. Je t'ai lu les statistiques de Sergei. Ouais, dis-moi. Euh, Juste un truc intéressant, parce qu'il y a un gros cliché à cause de Conor McGregor sur les Irlandais. Tout le monde s'attend à ce que ce soit des gros strikers, etc. SBG, le club de Conor, c'est les plus gros grappleurs, très Mhm. peu de strikers. Dylan Dennis, par exemple. À part Conor, c'est quasiment tous des grappleurs. Quand tu vois l'Irlande au championnat du monde, au championnat d'Europe, c'est tous lutteurs grappleurs. Mhm. Il n'y en a pas un, c'est un striker. Moi, j'ai affronté 2 fois l'Irlande aux Européens mondiaux. Chaque fois, c'est des gros lutteurs, des grosses ceintures marron, ceintures noires de jiu-jitsu. Et ça, c'est juste une petite remarque comme ça. C'est une idée reçue beaucoup. Et d'ailleurs, je m'entraînais à un moment donné avec quelqu'un, j'ai oublié son nom,
Lee Hammond, voilà, il s'appelle Lee Hammond, un des très bons sparring partenaires de Connor. Ouais, ouais. Et, et il m'a dit, Connor, t'es fou, il m'a dit, Connor, c'est le meilleur grappleur de la salle. De tout le club, il m'a dit, Connor, c'est le meilleur lutteur, le meilleur grappleur de la salle. Voilà, c'était juste pour petite anecdote intéressante sur une idée reçue sur l'Irlande. Mais je pense même qu'ils ont des coachs moldaves ou un truc comme ça, des coachs de l'Est qui suivent Connor depuis un petit temps maintenant au SBG, il me semble. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est très, très gros lutteur. Et le coach de Connor, coach Kavanagh, c'est le coach de l'équipe nationale d'Irlande, celui qui est Mhm. toujours là, quand l'équipe irlandaise est là. Donc, les Anglais, par contre, eux, ils strike plus haut. Mais Ok. Irlande, c'est grappling, jiu-jitsu au max. Incroyable. Bah écoute, voilà, tu nous en apprends tous les jours. J'étais pas du tout au courant, mais du coup, bon à savoir. Et c'est vrai que outre-Manche, ils commencent de plus en plus à montrer qu'ils sont très complets. Et du coup, ils ont tout compris au MMA, hein, parce que plus les années passent et plus on se rend compte que les combattants de MMA sont vraiment extrêmement complets. À l'époque, l'anomalie, c'était John Jones, qui est bon dans tous les compartiments du game. Et au final, aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, si t'es pas complet en MMA, tu te feras bousiller. Bon, on va dire l'exception qui fait la règle, c'est Sergei Pavlovich qui pour l'instant n'utilise que sa boxe anglaise, mais comme tu as dit, à mon avis, c'est qu'il a d'autres choses sous la manche. Thomas Pinal, ses statistiques également très impressionnantes. À l'UFC, c'est 7 combats, 6 victoires, toutes sur finish. Une défaite, mais c'était sur blessure contre Curtis Blades. Comme Pavlovich, finalement, on a affaire à un finisseur hein, en la personne de Thomas Pinal. C'est ça, les deux, comme on disait tout à l'heure, c'est deux gros finisseurs, deux mecs qui mettent fin au combat très vite. La seule différence, c'est que la manière de finir, elle varie pas mal chez Aspinal, tandis qu'elle varie pas beaucoup chez Pavlovich. Pavlovich, c'est des KO, des KO, des KO, et peut-être un ou deux mecs qui finissent en ground and pound après l'avoir mis en knockdown. Ouais. Alors que Aspinal, tu le vois, boum boum, il met KO, il endort. Puis une autre fois, il amène au sol, il finit en ground and pound. Puis après, il amène au sol et il soumet. Donc les angles de finition, ils sont différents chez Aspinal. Donc tu vois, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu sais que tu dois préparer plein de choses. Tu dois être prêt à défendre à droite, à gauche, alors que quand tu as quelqu'un de plus linéaire comme Pavlovich, qui, tu sais qui vient pour te décrocher la tête, ah, le game plan, tu sais ce que ça va être. C'est comme quand tu arrives face à Khabib, tu sais qu'il va te lutter. Tu arrives face à Pavlovich, tu sais qu'il va te striker. Donc, ça facilite, je dirais, peut-être la création du game plan, mais c'est bien beau d'avoir un game plan, mais vas-y pour l'appliquer. Exactement. En tout cas, ça s'annonce vraiment très intéressant. Il me reste une dernière chose. C'est pas vraiment une question, mais plus une autre statistique intéressante avant qu'on passe au pronostic. Ah oui, juste soit dit en passant, moi je trouve que des deux, le plus explosif, c'est Thomas Pinal. Comment il a rafalé Marcin Tibura, c'était juste incroyable. Comment il a battu Spivak aussi en clinch, coup de genou, il le détruit. Non, franchement, pour moi, le plus beau à voir, le plus spectaculaire, ça reste Thomas Pinal. Ce n'est que mon avis. Je suis pas objectif, mais j'aime beaucoup le style de Thomas Pinal. Enfin bref, physiquement aussi, c'est assez équilibré entre les deux combattants parce que ils font tous les deux plus ou moins 117 kilos, donc des beaux poids lourds. Sergei il mesure 1m91, Tom 1m96. Par contre, en termes d'allonge Movsar, la différence elle est impressionnante. En fait, Sergei il fait, ou plutôt il a 213 cm d'allonge, Tom 1m98. Donc l'allonge elle est clairement du côté de Sergei Pavlovich. Et du coup, moi, ça m'avait surpris parce que quand je le voyais dans un octogone, je l'imaginais pas avec des bras, des jambes aussi longues, tu vois. Mais au final, il est gigantesque, Sergei Pavlovich. La longe, ça peut être un très gros problème. Personnellement, pour avoir déjà striké avec des mecs qui ont des allonges plus grandes que moi, c'est quelque chose. Tu es obligé de passer à travers, tu es obligé de travailler sur les contres, tu es obligé de reculer, de rentrer, sortir. Heureusement pour Aspinal, c'est quelque chose dont on parlait tout à l'heure, les footwork, c'est quelque chose qu'il fait bien. Donc, le rentrer-sortie, ce genre de style-là, ça, il connaît, c'est pas quelque chose de nouveau qu'il doit faire, mais tu es sûr d'être face à des gros problèmes. Quand t'as une avalanche de coups qui te tombe dessus et quand le coup te touche, tu tends la main, toi, tu le touches pas, ça veut dire que tu es obligé de rentrer derrière le coup. Et c'est ça en vérité ce que ça veut dire une allonge plus petite. Ça veut dire que quand lui il se fait toucher, Aspinal il tend la main, touche Mhm. pas Pavlovic. Et ça pose beaucoup de problèmes. Il va devoir contrer.
Ça veut dire quand le coup, il arrive, passer à côté et contrer, rentrer, sortir, se faire toucher sans toucher, se servir de ses jambes. Ça va demander de l'utilisation de plus d'armes, mais Aspinal a ses armes et il a déjà prouvé qu'il sait s'en servir. Donc, il peut faire les choses bien, tu vois. Mais c'est vrai que Pavlovic, c'est un très gros avantage avec lequel il parle là. Écoute, merci Mofsar d'avoir répondu à mes questions. On passe au pronostic. Qui tu vois s'imposer le 11 novembre au Madison Square Garden dans ce coming event de l'UFC 295 et par la même occasion, lequel des deux tu vois devenir champion intérimaire de la catégorie des poids lourds? C'est un pronostic compliqué, mais euh, Aspinal, c'est le poids lourd que j'aime vraiment beaucoup regarder. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup la manière de faire les choses et j'ai envie de croire en la technique qui bat la puissance. Mhm. Et donc, malgré le désavantage physique en termes d'allonge, j'ai envie de croire qu'avec l'avantage technique, il va réussir à gagner ce combat. Et je pense qu'il va gagner par soumission ou par ground and pound après avoir amené au sol Pavlovich au deuxième round, je dirais. C'est un truc de fou. On va quasiment toujours avoir les mêmes pronostics. C'est un truc de malade. Moi, je pense la même chose que toi. Petite parenthèse, mais Thomas Pinal n'a eu que 2 semaines, je pense, pour préparer ce combat. C'est un short notice. Du coup, est-ce que ça va jouer là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Mais moi aussi, je pense que Thomas Pinal va l'emporter parce qu'il est plus complet, parce qu'il a un arsenal beaucoup plus important que Sergei Pavlovich. Parce que je trouve que Sergei, c'est vraiment un one-trick pony. Et est-ce que Sergei a vraiment affronté des strikers aussi techniques que Thomas Pinal pour l'instant? Curtis Blades éclaté au sol en striking, c'est un très bon lutteur, mais en plus il a même pas, je crois qu'il a essayé une seule fois de l'amener au sol Curtis Blades, donc stratégiquement c'était un peu n'importe quoi. Tai Tuivasa, c'est plus de la puissance que de la technique sans vouloir lui manquer de respect. Et avec qui encore pareil pour Derrick Lewis, c'est plus de la puissance que de la technique, mais Thomas Pinal, fight IQ, il est mobile, il se déplace bien du coup dans un octogone. Et il est complet, donc si ça part au pugilat, il peut toujours se réfugier au sol. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour amener Sergei Pavlovich, il faut se lever de bonne heure. Mais je pense vraiment que Thomas Pinal est mieux armé pour infliger la deuxième défaite de la carrière de Sergei Pavlovich. Et comme toi, je vois un finish par chaos technique en grand endpoint dans la deuxième reprise. Dans la première reprise, ça reste un combat pour le titre. Ils vont quand même s'analyser, s'étudier avant d'envoyer la sauce. Donc je pronostique également victoire par chaos technique de Thomas Pinal dans le deuxième round. N'oubliez pas de donner un maximum de force à Movsar Ibragimov qui va bientôt s'envoler vers l'Albanie pour ses championnats du monde. Je mettrai le lien vers son compte Instagram dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu et donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Movsar, c'était un plaisir comme d'habitude et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours un plaisir. Merci, Elias. Et on se retrouve bientôt, les gars.